bonjour à tous déjà. Comment elle a réagi? Déjà, je pense elle a fait de cette faiblesse une force. C'était violent, hein, quand dans une ville de 15 000 habitants, vous avez quasiment 1500 emplois qui sont détruits du jour au lendemain, avec le groupe SKF qui quitte le territoire, et puis Pliserol, entreprise qui fait du contreplaqué, qui s'en va sur le site de Lisieux et de Fontenay-le-Comte. Donc évidemment, on se repose des questions. Ça, c'était avant 2014. Moi, je n'étais pas élu. J'étais élu en 2014 adjoint. Et donc, les élus de l'époque, effectivement, ont commencé à réfléchir en se disant, bon, le site SKF, la communauté de communes en fait déjà l'acquisition des bâtiments. Et puis, on avait 15 hectares de foncier, puisque SKF, à l'époque, avait fait une réserve foncière pour une extension. Vous avez été prévoyant. Bon, visiblement, ça ne s'est pas soldé par un succès. Donc, la communauté de communes a fait l'acquisition de ce foncier qui était déjà réservé en zone économique. Et puis, on avait un deuxième site un peu orphelin avec Pliserol, et puis la CEITA, que vous connaissez, entreprise de tabac, voilà, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, avec une grosse zone juste à côté, de friches également, que la communauté de communes a racheté via l'EPF. Donc on en parle tout à l'heure. On a la chance en Vendée d'avoir un établissement public foncier départemental, et c'est avec cet établissement qu'on a pu en faire l'acquisition. C'est ce qui vous différencie d'ailleurs des autres collectivités, justement ce portage par un EPF, donc vous disiez un établissement public foncier de la Vendée. Quel a été son domaine d'intervention et quel a été le lien avec la collectivité ? Il a été très étroit. On a travaillé quotidiennement sur ce sujet. Alors, des EPF, il n'y en a pas qu'en Vendée. On a la chance d'en avoir un départemental, donc c'est vrai que c'est assez simple. Et sans l'intervention de cet établissement public foncier, probablement, on n'aurait pas pu faire dans une petite communauté de communes comme la nôtre. On n'a pas l'ingénierie nécessaire, on n'a pas les outils nécessaires pour faire ce travail. C'est très lourd, très compliqué. Il a fallu faire les acquisitions, puisque entre-temps, CEITA avait été vendu à un promoteur immobilier, qui était à Paris, qui avait ni faim ni soif, donc qui n'était pas pressé de vendre. Et puis Pliserol, il y avait des procédures, des liquidations, etc. Très compliqué. Donc l'EPF nous a aidé à faire les acquisitions foncières, à engager les études auprès de l'ADEME, l'ADREAL. On a fait toutes les études de sol, de dépollution, de désamiantage qui ont été très lourds. C'est à peu près 4 millions d'euros qui ont été engagés sur ceci, donc c'est très lourd pour une collectivité comme la nôtre. À l'époque, alors, il n'y avait pas encore les fonds friches, donc on a été assez peu aidés, je dois le dire. On a eu quelques aides, mais des aides classiques de l'État, style les DETR, ce que les élus connaissent tous très bien. Enfin, c'est plafonné à 300 000 euros, donc ça va pas bien loin. Donc la conclusion quand même de tout ça, c'est évidemment sobriété foncière, évidemment retraitement des friches, c'est essentiel. On en est convaincu, j'en suis convaincu. En revanche, on est quand même un peu mieux maintenant, mais peu aidé. Hein. Si on est assez basique et mathématique, on achète du foncier agricole à 4 ou 5 euros, on le revend à 10 quand il est aménagé. Alors ça coûte de l'argent, mais quand vous retraitez une friche, c'est pas tout à fait les mêmes coûts, et vous le revendez évidemment pas le prix que ça vous a coûté. Donc évidemment, faut pas avoir en tête la dimension économique quand vous revendez du foncier sur une friche. Évidemment, c'est ce qu'on n'a pas eu, mais l'EPF a été essentiel dans le portage, puisqu'après, bon, on a payé la facture, on a payé le solde finalement, mais tout le portage immobilier, économique, foncier, il a été fait par l'EPF. Aujourd'hui, la friche a été reconquise entièrement ? Alors, elle est reconquise partiellement. On a commencé les premières réimplantations d'entreprises, hein, parce que on a démarré en 2016. Vous voyez, les études, le temps aussi nécessaire qu'il faut avoir. Donc aujourd'hui, on a les premières implantations d'entreprises. Mais quel type d'entreprise ? Alors, une entreprise Turpo Formation, pour ne pas la citer. Donc la formation assez classique de conduite, qui a voulu s'installer là d'ailleurs, parce qu'on a la chance d'avoir un centre militaire de formation professionnelle, unique en France d'ailleurs, qui reconvertit nos militaires, qui est installé juste à côté, et du coup il y a un lien entre le CMFP et cette école de conduite pour former des jeunes stagiaires du centre militaire. Donc c'était intéressant. Après la réflexion, parce que comme beaucoup d'élus que je suis, je me suis beaucoup reconnu dans le portrait que vous avez dressé sur nous tout à l'heure, sur des agents immobiliers finalement qui vendent du lotissement économique. Donc je me suis beaucoup reconnu dans ce que vous avez dit. Donc évidemment, on ne voit pas les choses de la même façon. Il nous reste du foncier. On est dans une zone qui est à la porte de la ville. Donc évidemment, des réflexions probablement à avoir sur sur d'autres aménagements, pas que du seul effectivement vente à la parcelle ou vente à la découpe. Ouais.
On va maintenant parler de Clisson avec vous, Xavier Benet. Vous êtes le maire de Clisson et vice-président de l'attractivité économique sur Clisson-Sèvres-Maine Agglomération. Et on va parler précisément de la zone de Tabary, principale zone industrielle et historique de Clisson, qui a su se redynamiser et se renouveler ces dernières années par ses démarches publiques et privées. Vous aviez un souci de friche sur la zone industrielle de Tabary, puisque en fait le parc de cette zone de Tabary est divisée en deux, avec une partie historique qui date des années 70 et une partie récente pilotée sous forme de ZAC, zone d'aménagement concerté, justement, dont nous parlait tout à l'heure Edith Giffard. L'intercommunauté est propriétaire et aujourd'hui, vous n'avez plus de friches, c'est bien cela Comment vous avez transformé toutes ces friches en véritables projets d'entreprise et de territoire? Effectivement. Alors à l'époque, donc moi j'étais jeune élu en 2014. J'avais pas dans ma responsabilité la vice-présidence développement économique, mais j'étais donc le maire de Clisson, ville-centre de cette agglomération d'aujourd'hui. Et on avait un enjeu, c'est qu'on avait une douzaine d'hectares en friche sur 3 sites différents. Une friche où on avait un propriétaire privé historique, créateur de la zone industrielle de l'époque, donc un monsieur assez ancien. On avait un propriétaire, donc là c'était 35 000 m², 3 hectares et demi. On avait un autre propriétaire qui était plutôt image investisseur qu'on ne connaissait pas, qui était sur Paris. Et puis un troisième qui était un entrepreneur. Alors on a vu tout à l'heure quelqu'un du groupe Briand. Mathieu Lenet. Non, pardon. Et donc, on avait le PDG du groupe qui avait ce foncier-là, qui vivotait et qui était plus une friche. Enfin, ça avait été délocalisé dans les années 2005, je crois. Donc, c'était un fort enjeu. Et alors, il a fallu réunir tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On avait aussi subi à l'époque la fermeture du foirail à Bestiaux, où on recevait tous les vendredis matins 3000 bovins. Donc c'était une grosse activité économique. Ça a été fermé en 2003. Donc les années 2000-2008 n'étaient pas très bonnes du tout. Et donc en 2014, on avait cet enjeu-là et on avait la volonté d'avancer. Donc on a au fil de l'eau rencontré ces 3 propriétaires, mais on a avant tout rencontré les entrepreneurs du parc d'activités existant. Et puis on s'est aperçu, alors ça fait quoi ce que disait tout à l'heure le conférencier, Cécile Brasseur. Monsieur Brasseur, où on n'avait pas un interlocuteur identifié. Et on n'avait pas, en clair, une association d'entrepreneurs sur Tabary. Donc je crois qu'il y a un des créateurs qui est dans la salle aujourd'hui. Et donc en 2014, on discute avec eux. Ils posent leurs problèmes, on pose les nôtres. Et finalement, on leur dit qu'il faut d'abord qu'on puisse se causer. Et donc, 1 an après, ils avaient créé l'association. Et donc, du coup, bon an, mal an, ils commençaient à avoir une liste de courses et les problèmes de sécurité, de signalétique, choses de terrain, hein, évidemment. Un restaurant d'entreprise, ça manque parce qu'il y a 70 entreprises. Il y a plus de 2000, aujourd'hui, il y a 2500 travailleurs sur ce parc d'activités. Et puis, les besoins s'exprimaient comme cela. Donc, on a entendu cela. Après, on est allé voir, alors on a commencé à discuter avec le propriétaire terrien qui avait 35 000 m². Lui, il voulait en faire de l'habitat. Ce terrain-là était contigu à l'ancien foirail qu'on avait transformé en ZAC pour faire un écoquartier. Donc il n'était pas question d'étendre l'habitat parce qu'on avait le sentiment qu'il fallait qu'on maintienne l'emploi sur la commune. Donc discussions très 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 dures qui ont duré plus de 5 ans. Pour au final aboutir au fait qu'il cède le terrain. Je vous passe les détails, mais en tous les cas, on a réussi à faire acheter ce terrain à une entreprise qui s'appelle Girard Hervouette, entreprise historique qui avait un besoin, qui a créé, alors je ne sais pas si on a mis des photos, qui a créé un bâtiment sur cette parcelle-là de 20 000 m². On s'est gardé 4 000 m² pour la commune pour faire un parking pour des besoins en lien avec l'écoquartier. Et donc, sur ces 20 000 m², donc besoins industriels, création de 150 emplois en autoconsommation. Ils ont aussi, alors ce groupe GH, enfin non, l'entreprise GH est rattachée au groupe Soprema, mais GH, c'est Girard Hervouette, 2 créateurs
de l'époque, des années 70. Donc on garde la fibre très locale et ils ont fait un bâtiment esthétiquement très bien intégré dans le paysage. Et c'est aussi ce qu'on recherche sur Clisson, parce que bon, tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît ou connaît pas, mais en tous les cas, à Clisson, on a une aire de valorisation du patrimoine qui nous impose de faire attention aux co-visibilités avec le château, le centre historique. Et donc, ça marchait bien. Aujourd'hui, c'est quoi, Xavier Bonnet, votre stratégie dans les années à venir pour rendre le ZAN une opportunité économique ? Alors, avant de répondre à la question, je vais rapidement finir sur les 2 autres sites quand même. L'autre site, c'est débloqué. Le propriétaire investisseur de Paris, on lui a fait comprendre qu'on avait des besoins locaux avec des porteurs locaux de projets. Et on a mis en relation. Finalement, ça s'est bien terminé. On a créé là aussi des bureaux, un restaurant interentreprise qui aujourd'hui travaille. On a bien densifié cette parcelle-là. Puis la troisième, c'est on a réussi à rentrer en contact avec le PDG du groupe, Monsieur Liébaud. Et au final, il a réimplanté une entreprise nouvelle en lien avec son activité. Et l'agglomération a acheté une partie du foncier pour y mettre son siège. Mais pas que son siège, on y a mis le bâtiment, on va dire, l'Alter-Eco, c'est le nom de la maison de l'économie dédiée à toute l'économie des 16 communes du territoire. Et Pornic en parlera, ils ont fait un projet, donc je ne vais pas développer, mais on s'est inspiré un petit peu de ce qu'a fait Pornic. Alors, votre question, c'était votre la stratégie. Exactement, parce qu'on a bien compris qu'il y avait eu des partenariats publics-privés, justement, pour arriver au résultat aujourd'hui. Et dans les années à venir, c'est quoi votre stratégie pour le ZAN ? Alors, une fois qu'on a bien travaillé, on n'a plus de friche. On n'a plus de friche du tout, donc on est embêté. Le nouveau mandat, j'ai pris la casquette de responsable vice-président en charge de l'attractivité économique. On a travaillé sur une stratégie de développement économique qui s'est conclue, on l'a validée il y a quelques mois en conseil communautaire, une vingtaine d'actions, c'est un plan d'action, c'est assez classique. Mais en tous les cas, on a été obligé d'intégrer, on a intégré la loi ZAN qui est apparue en août 2021, enfin la loi climat et résilience. Et finalement, de cette contrainte, on en fait réellement une opportunité parce que par rapport à ce qui a été tout à l'heure dit dans la conférence, la partie, on va dire, être vertueux quand un chef d'entreprise vient nous voir, il va falloir qu'il coche les cases. Si la densité, il y a 10 ans, on vendait un terrain, on vendait un terrain de 1000 mètres pour 100 mètres carrés de bâtiment. Aujourd'hui, dans notre cahier des charges, on impose, alors on était parti il y a 1 an sur plutôt 30%, on est plutôt sur 50% de densification quand même. Hein. Donc quand on vend une parcelle, si on vend 1000 mètres carrés, on impose 500. À ce que ce soit 500 mètres carrés. Et puis on commence aussi à regrouper les constructions, on va voir les artisans, on commence à faire des réunions dans les communes pour regrouper les artisans et pour faire en sorte qu'on travaille tous ensemble. Donc ça, c'est un pan du dossier. La partie aussi... construction verticale, on va accompagner les communes sur les modifications de PLU parce que ça s'impose à nous. On a quelques pépites qui marchent bien, sur Haute-Goulaine notamment, qui en 15 ans a été obligé de s'agrandir 3 fois, qui a encore des projets d'agrandissement. Et sur la réserve foncière qu'on va leur vendre, on leur a dit c'est la dernière. Donc demain, vous devrez construire votre parking, vos bureaux, votre process industriel sur le même bâtiment, exactement ce qui a été dit tout à l'heure, sous-sol, rez-de-châssis, étage, et ça commence à être compris. Voilà. On va, merci Xavier Bonnet, parler donc de Pornic Aglo, Pays de Ré, qui a élaboré sa stratégie foncière économique en y associant étroitement les entreprises du territoire. Daniel Bouillet, je le disais tout à l'heure, vous êtes donc président du club Cœur de Ré Entreprises sur Pornic Aglo, Pays de Ré, qui compte aujourd'hui 80 entreprises. Et cela fait 25 ans que vous êtes entrepreneur. Vous connaissez donc parfaitement les zones d'activité, car vous avez fait toute votre carrière dans les travaux publics. Et étant très impliqué dans le monde des entreprises, vous avez rejoint également la CCI Nantes Saint-Nazaire. L'objectif du club que vous avez créé, c'est faciliter le dialogue entre public et privé. Pourquoi est-ce fondamental, finalement, de ce dialogue ?
Pourquoi ce dialogue il est fondamental? C'est assez simple. Déjà, ma formation à être au public m'a amené à faire beaucoup de marchés publics. Donc les contacts avec les élus locaux et la fonction publique, les fonctionnaires, je l'ai eu pendant toute ma carrière. Donc et j'ai même moi-même été 4 ans fonctionnaire au début de ma carrière. Donc ces deux aspects-là, j'ai toujours ressenti qu'il fallait les rapprocher. Et par contre, dans mes collègues entrepreneurs, je le sentais pas forcément. Donc le fait à mi-carrière de prendre des responsabilités sur l'initiative de la Chambre de commerce pour créer Cœur de Ray il y a 10 ans, ça a pris son sens. J'ai été la moitié de ma carrière bon, jeune entrepreneur, on se lance. Donc il faut de la rentabilité, il faut développer, et ainsi de suite. Et on ne va pas forcément vers les autres. Après, avec du recul, une fois qu'on s'est un peu pris les pieds dans le tapis, qu'on a eu besoin d'aller chercher de l'aide pour solutionner des problèmes fiscaux, pour des choses qui ne sont pas de notre métier, on a compris qu'il ne fallait pas y aller tout seul. Donc le jour où j'ai eu cette sollicitation de la Chambre de commerce, j'ai dit là, j'ai quelque chose à faire, j'ai de l'expérience, j'ai la maturité pour le faire, et je me suis lancé dans cette expérience à 4-5 au début. On a créé un bon groupe de travail pour créer Cœur de Ray avec la collaboratrice de la Chambre de commerce. Et puis petit à petit, tout ça s'est mis en place. Avec donc on a 80 adhérents aujourd'hui, avec beaucoup de mixité. Aussi bien hommes-femmes que dans les types d'activités et dans les tailles d'entreprise. C'est important pour le développement et le suivi du club. Et toujours, moi, avec cette idée de créer des liens avec les élus et la fonction publique. Ce que je dis souvent à mes adhérents, n'hésitez pas à attraper les 06 et à communiquer avec cette relation tripartite. Ça vous aidera, ça permettra de débloquer des sujets aujourd'hui. Tout ça, c'était avant le Covid, c'était avant le ZAN, et on s'est aperçu qu'il y avait un exemple assez simple sur l'utilité du club. Au moment du Covid, le 17 mars, on s'est retrouvés tous les uns chez les autres en fermant nos boutiques et puis en se disant qu'il fallait quand même assurer les salaires. Bon, la première chose à faire, c'est regarder sa trésorerie. Une fois qu'on a fait ça, on a mis un réseau en place par Internet, par les 06 encore, de manière avec un SOS pour ceux qui étaient mal pris. Ça s'est mis en place. Un exemple assez simple. Au bout de 2-3 jours, une adhérente, architecte, m'appelle. Elle me dit, Daniel, là, il y a un effet à court terme, mais l'effet à moyen terme, les services qui instruisent les permis de construire, comment ils vont fonctionner? Ah, s'ils fonctionnent. Et puis donc là, j'ai appelé le président de l'agglo de Pornic, j'ai dit, Michel, comment on peut faire pour le... Puis là, Toc, il ne s'était pas non plus posé brûle pour point cette question-là, mais par contre, il se l'est posé, et il a trouvé des solutions, et elles ont été mises en place. On a plus entendu parler de ce problème, et il n'y a pas eu 6 mois après de vagues négatives sur l'instruction des permis, et donc tous les métiers du BTP ont pu continuer à travailler. Voilà un des exemples. Le lien est très fort. Vous aussi, vous le confirmez, Thierry Ricci, vous êtes donc le vice-président du club Cœur de Ray Entreprise, également président fondateur de Nateo Santé, une entreprise spécialisée dans la qualité de l'air intérieur. Vous fabriquez des purificateurs d'air pour améliorer la santé des personnes sensibles à l'air. Nateo fonctionne bien, même très bien. Elle est implantée dans les Pays de Ray, à Saint-Hilaire de Châlons, puisque vous devez agrandir votre bâtiment. Et c'est là que se pose la question, quand il a fallu se dire il faut étendre ce bâtiment, que vous êtes rencontré et que vous êtes entré en contact avec les élus, même si c'est une entreprise 100% privée. Pourquoi ce lien est nécessaire? Qu'apporte-t-il? Alors, la relation avec les élus, je l'ai depuis quelques années déjà, et grâce à Daniel, évidemment, en tant que président du club, parce qu'il m'a initié justement à cette relation qui est essentielle. Et effectivement, dans le développement de l'entreprise, j'avais prévu il y a très longtemps une réserve foncière de 9000 m². Et comme je suis extrêmement implanté dans l'économie, dans l'intérêt du territoire, je ne me voyais pas que ce foncier serve uniquement les intérêts de Nateo Santé. Et en l'occurrence, pour être tout à fait honnête, parce que ce n'est pas du tout mon cœur de métier, j'avais bien quelque chose en tête, mais je ne réussissais pas à le formaliser.
Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai rencontré Pierre Cécile, tu t'en souviens? Et à la fin d'une de tes présentations à Pornicaglo, je suis venu te voir et je dis, moi j'ai un projet assez ambitieux. Toi, tu as paru tout à fait standard et classique, puisque tu fais ça depuis 20 ans. Voilà. Et puis on s'est réunis. Je dis, est-ce que tu serais d'accord pour travailler avec moi sur ce projet? Et puis on va essayer d'y intégrer l'ensemble des besoins qui sont exprimés sur le territoire. Donc ça peut être les populations, ça peut être les associations, ça peut être les gens qui travaillent en ESAT, qui travaillent les terres, par exemple. Et on a écrit un projet qui s'inscrit dans celui qui est celui de Nathéo Santé, puisqu'on est déjà dans un bâtiment en éco-construction et bioclimatique, donc qui est vraiment très respectueux de son environnement, C'est important de le préciser. de l'humain et de l'énergie. Et c'était de se dire comment on peut dupliquer à plus grande échelle ce type d'espace et de pouvoir accueillir aussi d'autres dirigeants qui partagent ces valeurs, voilà, de manière extrêmement simple, créer des synergies, mutualiser, c'était juste évident. C'est évident pour Nathéo Santé, mais je pense que c'est évident aujourd'hui pour toutes les entreprises. Je précise quand même que quand on s'était rencontrés, on n'était pas dans le contexte qu'on avait aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était assez innovant quand même. Voilà. On s'était réunis d'ailleurs avec l'architecte aussi, voilà, pour essayer de se projeter aussi sur des réalités économiques et de faisabilité, parce que c'est bien de rêver, mais d'ailleurs, il y avait le banquier aussi autour de la table, je sais pas si tu t'en rappelles. Donc non, mais il fallait chercher l'adhésion. Hein. À un moment donné, on passe en mode projet, donc il faut que tout le monde y trouve son compte. Hein. C'est un projet qu'on a assez rapidement d'ailleurs présenté de manière très transparente aux élus. Voilà, donc il y a une adhésion qui était très très forte. Je l'ai même présenté à notre député Yannick Cory. Je voulais absolument connaître son opinion, même si effectivement, tu as raison Géraldine, c'est un projet totalement privé. Il est hors de question qui se pose comme une verrue sur un territoire dans lequel je suis extrêmement impliqué. Thierry Ricci, la majorité des entreprises veulent s'agrandir et pourtant, on l'a bien vu ce matin, que le foncier se raréfie. Comment on se partage les lieux? Quelle a été la méthode pour y arriver, notamment pour Pornic-Aglo et Pays de Ré? En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos bâtiments, Pierre Cécile l'a encore bien exprimé, c'est que très souvent, il y a le taux d'occupation foncier et il y a le taux d'occupation du bâti. Généralement, le soir et les week-ends, nos établissements ne servent à rien déjà, alors qu'il y a des associations qui cherchent des espaces. On peut avoir besoin aussi d'espaces pour des formations, former des jeunes, ou faire du sport hein, aussi, voilà, tout simplement. Donc c'était de se dire comment on peut déjà augmenter nos taux d'occupation de nos bâtis. Ça, c'est important. Et donc, pour ça, il faut regarder de manière transverse aussi les différents besoins. Donc, il faut ouvrir les yeux, il faut s'interroger. Et effectivement, dès lors qu'on se rapproche du développement économique, donc de la cellule d'Eveco, hein, donc effectivement, on avait rencontré celle de Clisson aussi, mais on en a une qui est extrêmement performante à Pornic-Aglo. Le DVECO recense l'ensemble des besoins qui sont exprimés par les populations et les entreprises. Et là, assez facilement, on réussit à créer une cartographie et justement pouvoir définir cette centralité. Donc là bon, c'est un peu le travail aussi qu'a fait Pierre Cécile avec moi, parce que tout seul, j'aurais pas été capable, j'avais pas la capacité, la compétence. Mais assez rapidement, on s'est dit comment on peut mieux utiliser les espaces. Alors tu parlais de salle de réunion, c'est tout simple, mais aussi ça peut être le parking, ça peut être les bornes électriques, ça peut être les véhicules de service. Ça peut être l'espace pour manger, créer un kiosque, les espaces de convivialité, parce qu'on aura le kiosque pour manger, ou le théâtre de verdure, parce qu'au fond, on a un très beau ruisseau, et il n'y a pas mieux que travailler dehors, ou faire des formations, ou pouvoir travailler dehors, faire une réunion dehors. Ouais. Voilà. On a prévu aussi ce qu'on appelle des retours à la naturalité, c'est-à-dire qu'on pourra même faire des réunions en marchant. Voilà, dans des espaces, dans des jardins, dans des zones naturalisées. Sédentaire et rester. Oui, parce qu'on le voit bien. Moi, je le vois souvent au téléphone pour réfléchir. Je marche. Alors, je me suis dit, voilà. Et en fait, c'est des usages qui sont déjà pratiqués effectivement aux Pays-Bas ou dans les zones sur lesquelles tu as été en mode exploratoire, mais qu'on peut faire revenir chez nous facilement. En tout cas, un grand dialogue doit être instauré et jouons collectif. C'est ce qu'il faut retenir. Merci à tous les quatre. Avant de passer à la conclusion, est-ce que vous avez justement des questions à poser à Ludovic Ogbon, Xavier Bonnet, Daniel Bouillet ou Thierry Ricci? Il y a des mains qui se lèvent. Merci. Dominique Renaudet, Néoclide. Une question, peut-être même deux questions si j'ai le droit. Une première question plutôt à vous, messieurs les maires de Clisson et Fontenay-le-Comte. Vous évoquiez le fait, monsieur le maire de Clisson, que vous aviez accompagné les communes de la communauté de communes, hein, c'est ça, pour leur PLU. Ma question, c'est pourquoi finalement ne pas passer à un PLU intercommunal
pour traiter cette question de la stratégie foncière sur le long terme, qui est si importante. Et je pense que l'échelle du territoire et de la communauté de communes est intéressante. Et je crois que c'est un peu ça pourrait être la même question pour Fontenay, parce que je crois que vous êtes à Fontenay-le-Comte aussi en PLU et non pas en PLUI, me semble-t-il. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, très courte, c'est par rapport à la présentation de M. Brasseur tout à l'heure, qui nous disait finalement qu'il fallait changer quand même radicalement de modèle. Je crois qu'on en est tous un peu là. Et qui nous disait il faut peut-être revoir la question de la propriété du sol. Comment vous, en tant qu'élu, vous imaginez aussi une intervention de la puissance publique locale pour revoir peut-être cette façon dont on aborde le sol, les communs sur le sol, amener de la centralité, comme le disait Monsieur Brasseur, avec des services. Donc voilà, je voulais voir comment ça vous inspirait éventuellement pour l'avenir. Alors je vais commencer. Donc sur l'agglomération de Clisson, dans notre plan d'action en lien avec la stratégie de Deveco, on a une action complète qu'on va entamer sur la réflexion propriété du sol. Donc on va faire un diagnostic de ce qu'il y a sur le territoire et puis donc les élus sont mûrs entre guillemets pour réfléchir à cela. Je ne dis pas que tous les élus sont encore OK pour y aller. Donc ça répond à la deuxième partie de votre question, pardon. Et sur le PLU, on est 16 communes. Il n'y a pas encore unanimité pour aller vers le PLUI. Et aujourd'hui, donc, on va accompagner l'ensemble des communes. On a 24 parcs d'activité sur l'agglomération de Clisson. Et donc, avec les modifications successives et les révisions qui arrivent, parce qu'il y a plusieurs communes qui ont engagé des révisions, le service Deveco sur cette partie-là va engager un soutien pour que les communes s'engagent dans la même voie que la stratégie Deveco qui a été votée à l'échelle intercommunale. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une majorité politique pour aller vers ce PLUI. Si demain on nous l'impose, on nous l'imposera. Mais en tous les cas, ça fonctionne. Voilà. Sur les autres actions de stratégie Deveco, je voulais rebondir tout à l'heure, au-delà du foncier, propriété ou pas de la puissance publique, on est en train de faire comme Pornic. On va transformer la mission d'un de nos agents pour qu'il aille sur le terrain voir toutes les niches de densification possibles. Donc on est vraiment dans ce phénomène-là. Et donc finalement, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Voilà. Pour ce qui est de Fontenay-le-Comte, pareil. Alors, on n'a pas fait de PLUI, pas parce qu'on est rebelle. Voilà, on n'a pas fait de PLU parce qu'à l'époque, c'était il y a 7 ans. Déjà, on ne parlait pas de tous ces sujets encore comme on en parle aujourd'hui. Sobriété foncière. On est sur le point de l'adopter d'ailleurs, le préfet a mis un avis favorable sur notre PLU. Et on a d'ailleurs libéré 200 hectares de foncier, plutôt d'ailleurs du foncier à urbaniser, qu'on libère et qu'on remet à l'agriculture et en espace naturel. Donc, c'était à l'époque assez ambitieux finalement. Aujourd'hui, on lui dit que c'est pas assez, mais enfin à l'époque c'était déjà pas mal. Mais on peut toujours faire mieux dans un nouveau PLUI. Et puis surtout, on est Action Cœur de Ville, donc ORT. On est en rue, Agence Renouvellement Urbain. On a un PPRI, on a un site patrimonial remarquable. En 2020, j'ai pris la présidence de la communauté de communes, maire de la ville-centre, 24 communes rurales. C'est pas simple d'engager tous les collègues dans cette démarche avec nous. Donc je me suis dit, on fait d'abord un PLU, on aura un PLU plus propre et on va aller vers le PLUI. C'est ce qu'on va faire désormais. On va s'engager dans une démarche de PLUI, évidemment. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci également à Pierre-Cécile Brasseur. Et puis, je vous demande donc au préfet Roland Mouchel Blaiseau de revenir avec moi pour conclure ce colloque. Merci.